Bon, eh bien, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner quelques tips pour utiliser Remo. Alexandre, si tu peux changer de slide. Voilà, donc en fait, sur cette plateforme Remo, actuellement, on est en mode présentation. Et donc, votre micro et votre caméra sont coupés. Sur la droite, il y a le chat. Donc, vous pouvez mettre tous vos commentaires dans le chat. Également, il y a une partie Q&A dans laquelle vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Et vous verrez que lorsqu'il y a des questions posées, vous pouvez également voter pour les questions pour lesquelles vous avez envie de voter. Lorsque la présentation sera finie, en fait, on enlèvera le mode présentation et sur les côtés, il y a 4 grandes tables. Donc, il y en aura une au nom de chaque intervenante où vous pourrez vous joindre en double-cliquant sur les petits fauteuils. Et lorsque vous viendrez à l'une des tables, on pourra échanger. C'est des tables de 8 de manière plus privée si vous avez des questions additionnelles à poser parce que ça va aller vite et qu'on ne va pas pouvoir tout aborder. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu comment ça va se passer maintenant. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Perilla. Je coordonne les activités recrutement au niveau du groupe Sphère. Sphère, c'est une société de conseil en IT. On est une quinzaine de recruteurs tech et on fait à peu près, on recrute 200 développeurs par an. Cette table ronde qu'on a organisée ce soir, en fait, c'est grâce à un homme qu'on l'organise qui s'appelle Alexandre et qui va se présenter après. Alexandre, c'est un développeur de notre filiale Sphère à Lille et il a monté un projet participatif pour lever des fonds pour une organisation qui s'appelle l'InfoFemme et qui soutient les femmes dans l'IT. Du coup, avant d'aller au retour d'expérience, rapidement, on va avoir une présentation de Sphère par notre co-CEO Bruno Le Forestier. Ensuite, Alexandre va nous présenter son projet participatif et Maude va présenter l'organisation informatique au féminin. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que il y a à peu près une quarantaine d'étudiantes à l'université de Lille qui fait partie de l'organisation informatique au féminin, et on leur a demandé quelles étaient les questions qu'elles pouvaient avoir. Et donc ensuite, on a traité ces questions, on les a regroupées, et c'est comme cela qu'on a fait ressortir 4 thèmes. D'abord sur le recrutement, c'est un thème que moi j'aborderai. Donc, quels sont vos meilleurs atouts à mettre en avant auprès des recruteurs? Chacune, on va parler à peu près 10 minutes. Pendant ce temps-là, pendant qu'on parle, vous pouvez poser vos questions dans la session Q&A. On répondra ensuite aux 2 questions qui sont le plus posées. Si on a du temps à la fin, on répondra à d'autres questions et ensuite, on se mettra aussi par table où on pourra échanger de manière plus serrée. Ensuite, on aura Célia qui va nous parler de comment organiser sa veille. Jade ensuite parlera de la place de la femme dans l'IT et Tracy nous parlera du thème d'être entrepreneur et être une femme. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Bruno Le Forestier pour nous présenter qui est Sphère. Donc Bruno, si tu peux activer, voilà, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Bruno Le Forestier, je suis co-CEO de Sphère avec Didier Girard qui est mon binôme, hein. C'est une des particularités de l'entreprise. Euh, Merci pour l'organisation et puis pour me laisser un tout petit peu de temps qu'on se rassure tout de suite. Déjà, je vais pas être très long. C'est pas l'objet de faire une promotion de Sphère, c'est juste de vous dire qui on est en quelques mots, quelques slides, j'irai vite. Mais je suis particulièrement content d'être là ce soir et puis la date a été choisie hasard du tout, puisqu'on est le 8 mars et que vous savez tous que le 8 mars, c'est là et toutes. Donc, je vais essayer d'être inclusif dans mon discours, mais c'est la journée des droits de la femme à l'international. Alors, tout de suite, en préambule, n'oublions pas qu'on a la chance d'être dans un pays ou dans une région du monde où quelque peu, il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont faites, qui restent à faire, mais qui est bien avancé par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué ou d'autres parties dans le monde. Voilà, donc Sphère, en quelques mots, pour rentrer dans le vif du sujet, puisque en fait, je voudrais pas être trop long sur la présentation de l'entreprise. Il faut que vous reteniez qu'on est ce qu'on appelle une néo-ESN. Une néo-ESN, pour nous, c'est
plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est une ADN de pure player, c'est-à-dire une ADN de pure player très spécialisée sur le monde du développement. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on a créé l'entreprise. Et on va faire que ça, on fait que ça. Et puis, on dit néo-ESN parce que d'abord, on est une ESN, on va pas renier le métier qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on développe aujourd'hui des applications, on intervient chez des clients pour développer des applications, mais on a ajouté des critères. Et ces critères, en fait, sont organisationnels. On est fonctionne beaucoup au collectif. Ils sont aussi, et très important de noter, ils sont très focus sur le recrutement. On a un recrutement qui est très sélectif. On recrute des profils, à contrario peut-être d'autres entreprises qui recrutent des personnes pour venir honorer des missions. Nous, on recrute des profils parce que vous le verrez tout au long de la soirée. En tout cas, c'est la philosophie qui nous anime et qui me tient particulièrement à cœur. On partage beaucoup, on échange et on travaille énormément en fait sur le maintien des compétences et sur la formation. Voilà, donc on est à peu près 700. Et donc là, c'est Alexandre qui est aux manettes, je crois, derrière, qui est allé plus vite que moi. On est présent dans 6 agences, juste pour vous situer. On est présent à Paris, à Lille, au Luxembourg, à Strasbourg, et puis du côté ouest de la France, à Nantes et à Bordeaux. Voilà pour le fonctionnement. Là, on peut enchaîner, Alexandre. Voilà, donc transmission de connaissances, cœur de l'ADN, j'ai dit tout à l'heure. Clairement, aujourd'hui, être un bon développeur en 2021, c'est une chose. Ce qui est important, c'est d'être un bon développeur ou quelqu'un qui va travailler dans le monde de l'IT, ou développeuse, pardon, hein, j'ai du mal, mais c'est ma génération. C'est aussi travailler sur les compétences de demain, c'est aussi être capable d'être bon demain et pas que aujourd'hui. Et ça, en fait, avec les technos qu'on a en ce moment, il faut constamment se former. Donc ça, c'est vraiment important. Depuis maintenant peut-être 6 ans, on a un programme qui s'appelle le programme de Sphere School, où chaque sphérien peut accéder à des formations techniques menées par d'autres sphériens. Encore cette notion de partage. Et ça, c'est vraiment un point clé. Euh, on regroupe bien sûr tout ça chaque semaine. On a des événements techniques. On verra ça juste après. Vous voyez, par exemple, au mois de mars, on a des Sphere Schools sur Nest, JS, sur Go à Nantes, sur GCP Azure à Bordeaux, qui vont venir. En fait, ça, c'est les prochains événements en fait où on partage la connaissance et pour l'interne et pour l'externe. Mais si Alexandre, pardon, tu veux bien revenir sur celui d'après, celui d'avant, ça serait cool. Parce que même si je parle vite, j'ai du mal à suivre. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que 25% de nos sphériens, sphériennes, on dit comme ça, sont aujourd'hui certifiés, certification reconnue, hein, pas certifiée par Sphère, que ce soit dans le monde du cloud ou dans le monde du développement. Et c'est un objectif qu'on a euh, établi maintenant il y a 1 an. Et pour votre culture, on aimerait que à peu près 100% des sphériens sphériennes soient un jour certifiés par une reconnaissance technique. On verra si on y arrivera, mais en tout cas, c'est pour nous un gage important. Même si on considère, on a l'habitude de le dire, et c'est une de nos caractéristiques au sein de l'entreprise, que un sphérien ou une sphérienne qui est chez nous aujourd'hui sera aujourd'hui plus jamais, j'allais dire, challengé sur le fait que c'est un bon développeur. Être chez Sphère, c'est être un bon développeur ou une bonne développeuse. Les événements, j'en ai parlé rapidement parce que C'est ce j'ai que j'allais vu te proposer, de un petit revenir sur les aller-retour avec événements, ouais. Alexandre. Donc prochainement, donc ça c'est notre culture de partage, c'est pas que pour les formations. On organise des événements en fait qui seront des Sphere School sur Nest.js. Donc c'est le 25 mars. Alors on fait tout en remote. On dit que c'est Nantes ou Bordeaux. C'est plus pour situer qui est-ce qui va mener les choses, mais on peut le faire depuis n'importe quelle partie du globe maintenant aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt de cette nouvelle façon de travailler. Et puis Go à Nantes le 1er avril. Et puis le 13 avril, ce sera GCP pour Azure. GCP pour Azure absolument à Bordeaux. Et j'en ai terminé avec la prochaine slide avant de vous laisser dans cet événement que vous attendez tous. Donc là, oui, Alors, je sais pas si c'est toi, Alexandre, qui c'est parle, plus, ou c'est moi, c'est mais plus parler de la dimension RSE. Moi, je rentrerai plus, ouais. à moins que Vanessa ait quelque chose à rajouter sur. Non, pas du tout. Non, alors Je voilà, parlais moi de je la vais place juste de la femme. quelques mots Mm. là-dessus. Pardon, ouais, si on parle tous en même temps, c'est pas très audible. Vas-y, Bruno, parler de la Vanessa, je place de pense la que femme chez Sphère, en fait. Mm. la place de la femme chez Sphère, on en a 90 femmes par rapport à 700 salariés, c'est pas beaucoup.
Pour autant, il faut qu'on en ait plus, mais j'ai envie de vous dire, il faut qu'on nous sensibilise et puis qu'on sensibilise en fait les populations féminines à faire ce métier en fait du numérique, ce métier de développeur, ce métier de consultant. C'est un travail sur lequel, certes, on va essayer d'agir au mieux qu'on peut, nous, en tant qu'entreprise. Et j'allais dire, l'initiative d'Alexandre était très bonne pour ça. On pourra pas faire tout parce qu'en fait, il faut donner ce goût-là très tôt. Alors, il faut que ça devienne aussi une envie qui soit dans les cultures, en fait. Mais mon point de vue, en fait, sur ça, et après, je vais pas forcément détailler la slide, c'est qu'aujourd'hui, on a le sujet de la femme dans l'entreprise, mais j'ai envie de vous dire de manière plus générale, on a le sujet de la diversité. Le monde numérique aujourd'hui, c'est notre quotidien. On l'a vu en plus avec cette crise sanitaire, on a besoin du numérique tout le temps. Ça veut dire que tous les services et tous les usages qu'on a avec aujourd'hui le digital doivent correspondre à tout le monde. Et tout le monde, c'est pas que des hommes, c'est pas que des femmes, c'est pas que des Européens, c'est pas que des gens qui sont en Asie ou aux États-Unis, c'est des gens qui sont partout. Et donc, si on peut inclure dans notre quotidien en fait les différentes sociétés en fait qui composent le monde, ben on aura réussi. Et bon, si on commence déjà par mieux équilibrer la part des femmes dans notre métier, ce sera déjà super. En tout cas, pour la France, ce sera canon. Donc voilà, on est là-dessus chez Sphere, avec notre contribution relativement modeste. Quand même, on fera du mieux, on essaiera de faire le maximum, mais ne rien faire, ce serait péché. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce sujet-là. Bonne réunion. J'espère pas avoir été trop long. Alexandre, Vanessa, à vous la main. Et puis, très bonne continuation. Et Merci. vive les femmes. Merci beaucoup, Bruno. À partir de ce point-là, du coup, j'ai enchaîné. J'ai rentré un peu plus dans les détails non, de la lutte des inégalités et également tout ce que Sphère fait côté RSE via la plateforme Teamstarter. Alors, Teamstarter, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a pour principe, en fait, c'est une sorte de crowdfunding d'entreprise et c'est une plateforme qui accompagne les différents sphériens et sphériennes, donc, sur des types de projets RSE. Donc là, ce soir, c'est, on va dire, la conclusion ou une étape du projet RSE Info au féminin que j'ai lancé il y a à peu près un an, je crois, genre 8-9 mois maintenant. Mais ça peut être différents types de projets, carrément différents on va dire, du soutien des luttes contre pardon, plutôt, il y a toujours l'idée de la RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, mais ça peut être sous différents aspects. Là, c'est les inégalités hommes-femmes, mais il y a d'autres projets qui sont en cours, plus liés à l'écologie ou plus liés à la précarisation des étudiants, surtout que la crise sanitaire a eu pas mal de conséquences au niveau de la santé, bien sûr, mais aussi des conséquences en termes économiques, donc sur les étudiants, par exemple, ou sur d'autres classe de la société. Donc là, il y a une capture d'écran où on voit effectivement qu'il y a deux projets. Donc, mais effectivement, on a une trentaine ou une vingtaine de projets en cours. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec Team Starter, c'est que ils sont venus vers moi assez rapidement en fait. Genre informatique au féminin. Dès mon arrivée chez Sphere, quasiment, j'ai été sensibilisé par Team Starter et très vite, il y a eu une communication très efficace, très rapide, très productive avec eux et on a pu avancer assez vite, non seulement sur Info au féminin, mais aussi sur les différents projets que j'ai en cours ou que j'ai pu conclure. Donc là, comme je disais, informatique au féminin, mais j'ai aussi fait un projet pour les enfants au Togo parce que je suis né en France, mais on va dire je suis originaire du Togo. Il y a aussi également un de mes autres projets en cours qui concerne donc la précarité étudiante. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de génial comme plateforme Team Starter. Et juste, je vais pas trop insister sur informatique au féminin parce qu'il y aura une plus grande mise en profondeur par mode juste après moi. Mais en ce qui concerne le projet Info au féminin sur Team Starter, donc on a dépassé l'objectif, donc on a fait 120% de l'objectif qu'on avait mis à la base. 56 sphériens ont contribué à ce projet. Et par contribution, on entend que chaque sphérien, par mois,
à 10 € à dépenser sur la plateforme. Et donc, ces 10 € sont affectés sur les différents projets qui sont en cours. Et donc, effectivement, un événement réalisé, plutôt, on va dire 1,5, parce que le deuxième est en cours actuellement là maintenant, mais le premier projet qui était réalisé, c'était donc une première table ronde avec les lauréates du programme informatique au féminin et donc les sphériens. Donc, c'était une table ronde qui a eu en décembre. Et j'aimerais à l'avenir pouvoir pérenniser cette collaboration, donc éventuellement refaire ce genre de table ronde ou imaginer d'autres formats. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin l'année suivante et de faire encore plus loin d'année en année, quoi. Voilà. Du coup, je vais passer la main. Oui? Si Maud est là, ouais, super. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vais dire. Je vais passer la main à Maud qui va nous parler plus en détail de ce que c'est le programme informatique au féminin. Ok, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je remercie Sphère pour l'organisation de cette soirée. Je trouve ça très intéressant d'avoir des entreprises qui se mobilisent et qui font des actions avec nous. C'est effectivement l'objectif du programme informatique au féminin. Donc, quelques mots sur ce programme. Donc, c'est un programme de l'Université de Lille parce qu'on a constaté, comme les entreprises, qu'il y a peu de filles étudiantes dans nos filières et qu'après, il y a peu de femmes dans nos filières informatiques, pardon, et qu'après, il y a peu de femmes dans les services informatiques. Et donc, on cherche à agir contre ce fait. Pour cela, on a plusieurs axes. La médiation auprès des plus jeunes, donc avant l'entrée dans le supérieur, pour faire découvrir l'informatique et notamment la programmation, parce que c'est assez peu connu des jeunes. Alors maintenant, ça rentre petit à petit dans les programmes, mais il y a quand même encore du travail pour faire connaître cette activité. On communique auprès de nos étudiantes et étudiants sur les problématiques de genre, donc prendre conscience de cet état de fait et aussi de se dire que eux aussi peuvent agir et pourront agir quand ils seront en entreprise, comme le fait Alexandre, puisque c'est un ancien de nos étudiants. Et puis après, c'est le partenariat avec les entreprises, parce qu'effectivement, on a un objectif commun sur le sujet et donc voir comment ensemble on peut travailler à changer les choses. Donc, c'est l'objet de la soirée ce soir. Et puis, comme Alexandre, j'espère qu'on arrivera à faire d'autres événements de ce type pour continuer cette belle collaboration et puis à agir sur le sujet. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup. Donc, merci à vous pour ces présentations. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et on va répondre donc aux grandes questions avec donc les 4 intervenantes. Donc, moi, je vais commencer en prenant la main et en parlant recrutement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je m'appelle Vanessa Perilla et moi, je m'occupe des équipes recrutement chez Sphère. Et voilà, moi, j'ai un cursus, j'ai fait une prépa HEC, une école supérieure de commerce. J'ai commencé à travailler dans la Silicon Valley chez Hewlett-Packard à l'époque. Et puis maintenant, je m'occupe du recrutement chez Sphère. En guise d'introduction, je voulais vous dire que nous, les femmes, on a un rôle extrêmement important à jouer dans le monde numérique. Je voudrais vraiment partager avec vous un rapport de l'UNESCO sur la science qui s'intitule « Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive ». Donc, on vous mettra dans le chat ce rapport qui est très intéressant. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a une étude de l'OCDE qui a été menée et il n'y a que uniquement 2% des filles qui aimeraient devenir informaticiennes ou ingénieures. Donc, c'est ce que disait Maud précédemment. Il y a très, très peu de femmes présentes dans ces secteurs-là. Or, c'est très important que les femmes participent à l'économie numérique pour s'assurer que les besoins des femmes soient pris en compte dans l'intelligence artificielle et qu'aussi l'industrie 4.0 ne perpétue pas les préjugés sexistes.
Aujourd'hui, il n'y a que 22% des professionnels de l'intelligence artificielle qui sont des femmes. Et donc, nous, en tant que femmes, on a une responsabilité éthique pour ne pas brouiller les lignes entre le masculin et le féminin dans le monde virtuel. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la diversité de genre, c'est vraiment prépondérant dans la tech. Il y a 6 startups sur 10 qui ont lancé des programmes pour favoriser l'accès aux femmes à des postes de direction. Et du coup, pourquoi? Parce qu'il y a des grands fonds d'investissement qui ont lancé des études qui montrent que la diversité améliore considérablement les performances de l'entreprise. Et c'est pour ça que, alors déjà, voilà, il y a toutes les grosses entreprises type Google, Apple, etc. 25% de leurs salariés dans la tech sont des femmes. Donc, il y a vraiment un gros effort qui est fait là-dessus. Tout ça pour vous dire que vous avez des beaux atouts, vous êtes dans un métier pénurique, vous allez être de plus en plus recherché par les recruteurs. Donc, vous avez un bel avenir devant vous. Du coup, je vais vous donner des conseils sur comment nous, les femmes, on peut mettre en avant nos atouts. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer comment nous, les tech recruters, on fait pour recruter. Bon, alors donc déjà, évidemment, il y a tout ce qui est annonce d'emploi. Donc, vous pouvez avoir des annonces sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, sur Google for Jobs, qui est un agrégateur en fait de toutes les annonces. Il faut savoir qu'en général, les femmes postulent lorsqu'elles répondent à 100% des critères, alors que les hommes, eux, postulent quand ils ne répondent qu'à 60% des critères. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut répondre aux annonces. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que malgré les annonces, dans 95% des cas, nous, en tant que tech recruteur, on fait ce qu'on appelle du sourcing. C'est-à-dire qu'on va aller chasser directement des profils qui correspondent à ce qu'on attend. Alors, comment on fait ça? Déjà, aujourd'hui, toute la tech est sur LinkedIn. Donc, par exemple, nous, chez Sphère, on n'utilise que LinkedIn. Donc, on paye des licences qui s'appellent LinkedIn Recruiter. Et du coup, en fait, c'est une énorme base de données pour nous où on va mettre des mots-clés. Mais donc, ça veut dire aussi que si votre profil est pas bien mis, on ne va pas retrouver vos candidatures. Donc, par exemple, on va regarder par intitulé de poste. Il faut savoir que quand nous, on met des mots-clés dans le champ intitulé de poste, ça va vers le poste que vous avez renseigné dans votre dernière expérience professionnelle. Ça veut dire qu'il faut bien remplir le champ en dessous de votre nom, mais également le champ dans votre dernière expérience professionnelle. Et aussi, mettez des thèmes, des intitulés de poste comme on les trouve dans les annonces, parce qu'en fait, c'est ces mots-là qu'on va mettre. Donc, full stack, front, back, vous pouvez y rajouter votre techno, si vous êtes développeur, développeuse ou bien tech lead, etc. Donc, voilà. Il y a un autre champ, c'est la localisation. Donc, là, vraiment, mettez bien tout ce qui est code postal, votre ville. Et aussi, parce que ça, les recruteurs, on le fait souvent, on a la possibilité de savoir où, s'il y a des gens qui seraient d'accord d'aller vivre à Nice ou à Shanghai, ou etc. Donc, aussi, n'oubliez pas de mettre les endroits, les villes ou les pays où vous aimeriez aller habiter, parce qu'il y a des recruteurs qui vont pouvoir vous chercher comme ça. Ensuite, bien évidemment, on utilise tous les mots-clés des stacks techniques. Donc ça, c'est les champs compétences. Il faut savoir qu'en moyenne, les femmes ont 30% de mots-clés en moins sur leur profil LinkedIn que les hommes. Donc, allez-y. Les mots-clés, c'est tout ce qui est stack technique, les outils que vous utilisez, les langages, les frameworks, et tout même ce qui peut être spécifique, parce que des fois, voilà, une entreprise va rechercher en particulier un outil ou une techno. Donc, mettez bien dans compétences tous ces mots-clés. Des petites choses où nous, on fait attention. Par exemple, si dans votre dernière expérience professionnelle, à chaque fois que vous mettez une expérience professionnelle, ça peut être très intéressant que vous mettiez la stack technique que vous avez utilisée. Voilà, on regarde bien ça. Mais par contre, si dans votre dernière expérience professionnelle, par exemple, vous avez utilisé Java,
mais que si on voit que vous mettez une version de Java qui est trop ancienne, ça ne va pas trop. Donc, faites attention même aux versions que vous mettez sur votre profil. Sinon, bien évidemment, nous, en tant que recruteurs, c'est très dur déjà pour nous. Il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 25% des gens qui vont répondre à nos emails. Donc, nous, pour essayer de maximiser nos chances, on écrit plutôt à des gens qui sont à l'écoute de marché ou qui ont dit qu'ils voulaient bien être contactés. Donc, ça aussi, c'est un champ pour vous. Si vous avez mis que vous ne voulez vraiment pas être contacté, vous aurez moins de chances d'être sollicité par des entreprises potentielles. Ensuite, nous, on a également un champ où on peut suivre les gens qui suivent notre propre page LinkedIn. Et du coup, c'est vrai que on sait que s'il y a des personnes qui, et on peut également suivre les gens qui ont des relations dans notre entreprise. Donc, nous, pour maximiser nos chances, souvent, on met aussi des personnes justement qui suivent notre page ou qui ont des relations. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a des entreprises qui vous font rêver, s'il y a des boîtes dans lesquelles vous avez vraiment envie de travailler, eh bien, allez suivre leur page, regardez des personnes qui y travaillent, mettez-vous en contact avec eux. Ça pourra optimiser ces chances-là. Ensuite, c'est important, de plus en plus, on va aller nous vers de la diversité. Par exemple, les entreprises vont vouloir recruter des femmes. Et donc, essayez de mettre un mot au minimum dans votre profil qui fait qu'on va pouvoir vous chercher en tant que femme. Donc, voilà, j'ai souvent vu que vous mettez, par exemple, développeuse, même si vous ne le mettez pas en titre ou mettez-le quelque part, parce que ça va nous permettre de vous trouver. Ensuite, en termes de personal branding, ça, c'est donc plus la partie marketing de vos profils LinkedIn. La photo, c'est très important, la photo que vous allez mettre, la photo de fond. Quand vous voyez des profils qui vous inspirent, allez voir comment ils sont construits. Et puis après, forcément, plus vous êtes actif avec votre compte, si vous likez, si vous mettez des commentaires sur des articles, votre profil va plus apparaître. On va regarder aussi votre nombre de contacts, ce que vous avez liké, etc. Et également, on va essayer de réfléchir d'évaluer vos soft skills. Et donc les soft skills, c'est la personnalité, c'est vos qualités en tant que personnalité, en opposition aux hard skills qui sont plus les compétences techniques que vous allez acquérir lors de vos études ou lors de vos expériences. Et donc, nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont curieux et passionnés. Parce que la tech évolue tellement vite on va chercher à recruter des personnes qui sont passionnées, qui font de la veille, etc. Et donc, il y a une partie dans LinkedIn où vous pouvez vous présenter. Et c'est vrai que nous, on regarde et si les personnes parlent d'elles et qu'on voit un petit peu cette passion, pour nous, c'est très rassurant. Dernier petit point. Alors, nous, on fait par exemple des tests techniques en pair programming, c'est-à-dire chez nous, on va faire un test d'algorithmique, de framework et de langage en pair programming avec un autre développeur. Et pourquoi? Parce qu'on va jauger des capacités techniques, mais parce qu'on veut aussi voir quels sont vos soft skills dans la manière dont vous allez interagir. Et pour le coup, je pense que nous, les femmes, vous avez une vraie carte à jouer par rapport à ces soft skills, parce que parfois, on va même, ça va être très, très important aussi dans l'évaluation. Et c'est de plus en plus demandé par les DSI et les responsables applicatifs. Donc, je vais vous dire, chez Sphère, quels sont les 4 piliers soft skills qu'on recherche chez les candidats. La première, c'est de bien s'exprimer, de savoir vulgariser. Parce que de plus en plus dans les entreprises, on va chercher à échanger avec les métiers pour faire des produits qui soient vraiment adaptés. Donc, donc c'est cette soft skills de vulgarisation. La deuxième, c'est la communication, le relationnel. C'est comment on s'intègre à une équipe. Parce que, donc ça, voilà. Le troisième, c'est l'écoute, d'être en position de conseil. On ne recrute pas des gens pour juste faire du code, mais qui vont être à l'écoute. Et le dernier point, c'est l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, avoir des développeuses ou des développeurs qui savent tout, ça ne va pas permettre de faire avancer les projets.
Donc voilà en termes de ce que je voulais vous dire en termes de soft skills. Le dernier point, et ensuite je passerai la main à Célia, c'est comment vous faire pour choisir votre entreprise. Donc les petits conseils là-dessus, c'est quand vous êtes dans un process de recrutement, regardez vraiment comment est l'expérience candidat. Est-ce il y a une bonne expérience candidat? Est-ce qu'on s'occupe bien de vous? Est-ce qu'on vous tient informé, etc. Essayez de rencontrer plusieurs personnes dans l'entreprise, des personnes du recrutement, mais aussi d'autres personnes. Demandez à parler à des consultants, à des développeurs, etc. pour un petit peu connaître la culture de l'entreprise. Et puis, posez-leur des questions du type quelles sont les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise? Depuis quand l'équipe est constituée pour voir s'il y a beaucoup de turnover, c'est pas très bon. Quelles sont les faiblesses de l'équipe et demander aussi quels sont les challenges sur le poste pour pas après vous retrouver dans un environnement trop stressant si vous vous sentez pas. Voilà. Donc, du coup, je vais aller dans le Q&A pour voir s'il y a des questions. Donc, il y avait une question de Sureya, comment mettre en avant ses soft skills sur LinkedIn. Bon, alors, j'y ai un peu répondu. Dans la partie où vous pouvez vous présenter, en fait, il y a une petite partie avant de décliner vos expériences professionnelles, où bien là, les personnes peuvent inscrire, si elles sont passionnées, si elles font de la veille, quelles sont les technos qu'elles préfèrent. C'est à travers ça, en fait, où on va se dire, ah tiens, on a des personnes là, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, voilà. Autre question de Maude. Les étudiantes n'ont pas d'intitulé de poste. Comment peuvent-elles faire pour indiquer les compétences? Eh bien, ça, on pourra en discuter, mais déjà, elles peuvent mettre le terme de développeuse. Parce que déjà là, on pourra les trouver. Et puis ensuite, si elles n'ont pas encore de spécialité, il faut mettre en avant si elles ont effectué des projets sur certaines technos, utiliser certains outils, les mettre en compétences, ou elles peuvent même peut-être les mettre en expérience professionnelle, comme elles n'en ont pas encore, peut-être de mettre qu'elles ont travaillé sur tel sujet. Et voilà, la stack technique a été utilisée, ça peut être une idée. Voilà, je regarde juste dans le chat. Hop. OK. Eh bien, écoutez, moi, je vais passer la main à Célia. Donc, Célia, effectivement, c'est au tour de Célia, si je dis pas de bêtises. Donc, comment organiser sa veille? Vas-y, Célia, je te laisse. Et Célia, tu pourras aussi nous dire quel a été le projet technique sur lequel tu as bossé, que tu as préféré. Très bien, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Célia Dolage. Je suis développeuse full stack actuellement chez Sphère, diplômée de l'université Lille 1, master IAGL il y a 6 ans. Donc, j'ai été à la place des étudiantes. Donc, aujourd'hui en mission chez ADO Leroy Merlin. Et si je devais parler de mon projet professionnel préféré, je dirais que c'était ma mission précédente chez Decathlon. On était sur le développement de l'application Front pour le service client, celui qui reçoit les appels des sportifs lorsqu'ils ont des réclamations. Donc, c'était un projet extrêmement intéressant parce qu'on était une équipe réduite, mais très motivée, super ambiance, beaucoup de découvertes techniques, métiers. Et c'était une expérience très formatrice. Et je dirais que pour moi, c'est une des plus belles choses dans notre métier dans l'informatique, c'est qu'on apprend constamment des nouvelles choses, que ce soit donc des process métiers, que ce soit des connaissances techniques. Et donc, nos études, elles nous apprennent à apprendre, comme on dit souvent, mais il faut continuer à se former tout au long de sa carrière. Et pour ça, les femmes sont aussi fortes que les hommes. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'importance de la veille technique au quotidien. Donc, depuis le début, moi, personnellement, le moyen privilégié que j'ai de faire de la veille, de suivre ce qui se fait, c'était beaucoup à travers des talks et des conférences. Donc, par exemple, sur la plateforme Meetup,
il y a énormément de thèmes et de sujets, de groupes qui existent. Il y en a pour tous les goûts, du front, du back, de l'organisation agile, du cloud. Il y en a pour tout le monde. Moi, je suis abonnée à un grand nombre de groupes. Et donc, du coup, j'essaye de suivre beaucoup de talks. J'ai également participé à plusieurs grandes conférences du type Devoxx, .js, DevFest. C'est autant d'occasions de découvrir ce qui se fait à l'extérieur de son quotidien. Et pour moi, voir le speaker parler de son expérience, faire un retour très concret, c'est une excellente manière d'apprendre. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire. Parce que depuis la pandémie, en termes de talk et de conférences, c'est assez compliqué, puisqu'il y a énormément de conférences qui ont été annulées. Et même si certaines continuent en visio, ce qui est par exemple le cas chez Sphère, eh ben, ça reste quand même rare. Donc moi, je me suis orientée vers d'autres canaux de veille. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les vidéos sur YouTube, tout simplement, qui sont des rediffusions d'anciennes conférences, qui, même si certaines datent un peu, restent très pertinentes sur leur sujet. La technique, ça évolue vite. Par contre, les concepts peuvent rester valables très longtemps. Donc, il y a beaucoup de chaînes très spécialisées dans votre domaine. Donc, moi, par exemple, en ce moment, je cherche beaucoup de choses sur les moteurs de recherche. Il y a des chaînes entières sur ce sujet-là. Elles ne font pas des millions de vues, mais c'est très intéressant pour se former. Et l'autre canal principal de communication pour faire ma veille, ce sont les articles. Il y en a, pareil, sur tous les sujets, énormément, plus ou moins longs. La plupart du temps, les plateformes indiquent le temps de lecture au début, ce qui peut être très intéressant pour s'organiser dans sa veille, selon le temps qu'on a à y consacrer au quotidien. On trouve beaucoup d'articles sur des plateformes comme Medium, LinkedIn, des blogs de développeurs, des blogs d'entreprises spécialisées. Enfin, il y en a partout. Pour pas trop s'éparpiller, une des techniques que j'ai, c'est de m'appuyer sur des revues de presse. Donc, par exemple, il y en a qui sont publiées chez Sphère sur la partie front. Il y a une revue de presse qui s'appelle Parlons Front et qui va répertorier les articles intéressants sur le sujet qui sont sortis récemment. Ça peut être intéressant pour éviter de passer un temps fou à chercher des articles qui, des fois, datent d'il y a 7, 8 ans et qui seront peut-être moins pertinents. Et pour suivre la nouveauté, il y en a énormément, donc ça peut aider à faire le tri. Et puis, bien sûr, il y a tous les articles qui sont partagés par la communauté. Et donc ça, pour la veille, les articles, c'est en ce moment, je dirais que c'est le plus fort. En attendant qu'on puisse reprendre les conférences. Je dirais qu'en termes pour continuer à se former, ça va un petit peu avec la partie veille, il y a pas mal de certifications qui sont disponibles. Donc l'idée, c'est de suivre les cours pour pouvoir passer ces certifications. Et ça peut être très intéressant pour se former très en profondeur sur des technologies. Donc par exemple, en ce moment, c'est sur Node.js. Donc ça, c'est un autre moyen de suivre. Alors, on est moins sur l'actualité, mais c'est un moyen d'aller en profondeur dans les technologies, ce qui est intéressant aussi. Mais je dirais qu'au final, le plus important pour moi, c'est d'être dans une mission qui nous fait progresser. Et en fait, dans le cadre de la mission, on peut faire également énormément de veille technique. Si on est dans une mission qui nous encourage à progresser techniquement et à aller chercher de la performance, de la qualité, et même sur son travail, la partie veille, elle est non négligeable et elle est même attendue pour la plupart d'entre nous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en Q&A. Je conclurai juste en disant que la veille, c'est bien, mais il y a énormément de choses à apprendre, énormément de sujets. Il ne faut pas oublier de faire des breaks de temps en temps aussi. Voilà, je vais aller regarder s'il y a des questions. Je ne pourrai pas répondre à tout, je vais prendre les plus votés. Donc, quels sont les sites les plus intéressants pour la veille? Alors, moi, je suis énormément les posts sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui postent des articles intéressants qui sont lus parmi mes contacts. Et ça, je le suis énormément parce que c'est déjà des gens qui ont validé l'article. Donc, je sais que je vais lire quelque chose qui va être intéressant. Et
Sur Medium. Moi, c'est là que je poste mes articles. C'est aussi là que beaucoup de mes collègues le font. Et il y a énormément de très bons sujets. Mais en général, même le référencement sur Google, si on cherche sur un sujet, ça peut être, on sort déjà des bons articles. Donc, mais je dirais, ouais, les posts sur LinkedIn et pour les partages. Faites-vous la veille sur votre temps libre? Oui. Oui, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, il y a la veille qui est sur mon travail, comme je le disais, pour ma mission. Et il y a la veille qui est pour moi, pour continuer à être ouverte à ce qui se fait à l'extérieur, pour ne pas être perdue. Et ça, effectivement, j'en fais une grosse partie sur mon temps libre. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir faire des breaks. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut faire sa veille en français? Vas-y, Célia, on a le temps en termes de timing. Tu peux répondre à toutes les questions. Je peux aller jusqu'au bout. Et parfait. Donc, est-ce qu'on peut faire sa veille en français? Oui, mais on risque de passer à côté d'énormément de choses. La plupart de la communication en informatique se fait en anglais et les articles les plus intéressants le sont. Moi, j'écris en français quand je le fais. Donc, donc on trouve quand même de la documentation. Mais c'est vrai que la grande majorité des articles sont en anglais et du coup, je recommande de s'ouvrir à la langue de Shakespeare. Vos collègues vous aident-ils à faire de la veille? Oui. Nous, on a un Slack d'entreprise chez Sphère et le nombre d'articles de partage qui se fait par jour, moi, je ne peux pas tout suivre, clairement. Donc oui, les collègues, ça aide énormément à faire de la veille. En clientèle aussi, dès que quelqu'un trouve quelque chose d'intéressant, il le partage. C'est bien d'être dans une entreprise qui favorise énormément le fait de progresser et d'apprendre. Donc, et ça, ouais, effectivement, on est très encouragé à partager. À quelle fréquence faites-vous votre veille? Alors, j'essaye de lire au moins un article dans la journée. Quand je fais une petite pause, par exemple, quand j'attends qu'un build passe, je peux lire un article qui a 5 minutes de lecture, il n'y a pas de souci. J'essaye quand même de lire très régulièrement. J'essaye d'éviter de le faire le week-end parce que sinon, je pourrais y passer tout mon temps. Et en termes de talk, quand j'arrive à les suivre, c'était... ça pouvait aller jusqu'à 1 à 2 par semaine. Maintenant, forcément, c'est beaucoup moins. En termes d'articles, c'est facile d'en glisser un dans sa journée, en tout cas, histoire d'avoir quelque chose à lire. Et de toute façon, ils sont tous tellement intéressants que rien qu'à voir le titre, je n'ai pas besoin de me forcer. Et je prends la dernière. Quels sont les conseils pour passer une certification? Il y a des formations qui préparent aux certifications. Donc, par exemple, que ce soit sur le cloud. Moi, par exemple, là, en ce moment, je prépare une formation pour Node.js. C'est sur la Linux Foundation. En général, les certifications sont accompagnées par des cursus de cours spécialisés pour les passer. Je vous conseille de passer par ces canaux-là, puisqu'ils sont prévus pour préparer à la certification. Donc, ce sera le plus efficace pour apprendre ce qu'il faut savoir. Célia, j'ai une petite question. C'est vrai que LinkedIn, aujourd'hui, il y a énormément on peut vraiment faire sa veille avec LinkedIn dans la tech. Comment tu as fait pour agrandir ton réseau et justement suivre des personnes qui postent des choses intéressantes? Alors, la première chose, c'est de suivre mes collègues, tout simplement. Donc, ceux avec qui je travaille au quotidien à travers mes différentes missions, mais aussi ceux qui sont dans mon entreprise, même sans avoir travaillé avec eux, on se côtoie régulièrement. Donc, déjà, cela pour agrandir mon réseau. Ensuite, moi, personnellement, j'accepte beaucoup des invitations que je reçois parce que ces gens-là peuvent reposter des choses intéressantes. Et donc, du coup, moi, c'est ça. Dès que je vois une personne, mais aussi des conférenciers ou des speakers, par exemple. Quand j'ai assisté à un talk que j'ai trouvé intéressant, je peux demander la personne en contact sur LinkedIn. Je sais qu'elle partagera des articles qu'elle va poster ou des choses intéressantes. Pareil sur... sur un article que j'ai lu, par exemple, je peux aller demander l'auteur en contact s'il est français, s'il est américain, moins. Mais sur un auteur français, par exemple, je ne vais pas hésiter à aller l'ajouter en contact pour voir ce qu'il peut partager. Il y a aussi des groupes sur LinkedIn et des hashtags. Donc, vous pouvez écrire dans la petite barre en haut, hashtag avec le nom d'une techno. Ou vous pouvez aussi faire une recherche de groupe. Ça vous permettra de faire partie de groupes et puis d'aussi trouver des personnes qui vont être des influenceurs sur telle ou telle techno. Ça peut être une autre manière. OK.
Merci. De rien. Je vais passer la main à Jade maintenant. Et donc Jade, si tu peux te présenter et nous dire aussi quels sont les changements dans ton mode et rythme de travail et dû à la crise sanitaire et comment tu gères l'équilibre vie pro et vie perso. Merci Célia. Bonsoir, Jade Chabarro, enchantée. Moi, je suis diplômée de l'école Polytech Paris-Sud depuis 2012. Donc, ça a bientôt 9 ans que je travaille. J'ai commencé par une carrière de développeuse mobile. J'ai fait pas mal de développement pour iOS et pour Android en natif. Et au fur et à mesure, je me suis déplacée de gestion de projet en général, donc on appelle delivery manager, où c'est un accompagnement orienté client et équipe. Donc voilà, l'objectif étant que nos clients soient toujours satisfaits de leurs produits et que nos équipes s'épanouissent au maximum dans les technos et dans l'organisation des projets. Je suis aussi team leader chez Sphère. Donc, chez Sphère, on a une organisation assez plate. Et donc, on a des directeurs groupes, dont Bruno fait partie, des directeurs par agence. Et ensuite, on a des team leaders qui ont chacun une dizaine de développeurs, designers ou personnes orientées produits, comme des PO, des Scrum Masters. Et moi, justement, j'ai des personnes designers et PO Scrum Master dans mon équipe. Je veux revenir aussi sur la partie conférence dont parlait Célia. Donc, moi aussi, j'ai participé à quelques conférences en tant que speaker et je voulais ajouter qu'en effet, c'est des super moments d'échange. C'est malheureux qu'on n'ait pas eu là sur l'année passée, disons. Mais quand vous aurez l'occasion, je vous conseille vraiment de vous déplacer à ce genre d'événements, à ces meet-up. C'est vraiment un super moyen pour se faire du réseau. Voilà. Donc, pour répondre à la question sur les changements de rythme et on va dire la work-life balance, moi, personnellement, dû à la crise sanitaire, j'ai un peu eu 2 phases, dirons-nous. La première phase, ça a été cool, je gagne du temps sur le transport et ma préparation. J'ai pas besoin de mettre de pantalon si on me voit pas en visio. Je plaisante. Je vous conseille vraiment de vous habiller le matin, ça motive pour démarrer la journée. Donc, c'est vrai qu'on pourrait potentiellement dire qu'on avait un réveil plus tardif en début de confinement, mais le piège, c'était une fin de journée plus tardive aussi. C'est vrai que si on se lance aussi sur de la veille, comme disait Célia, on va dire à moitié sur notre fin de journée, notre temps perso, ça peut vite être un piège, donc il faut savoir s'arrêter. Il y a eu, je pense, une phase de stress pour tout le monde sur la réorganisation, disons, entre le passage où moi j'étais jamais en remote. J'aime beaucoup le lien social et voir les personnes avec qui je travaille. Donc, passer de tous les jours voir mes collègues, 5 jours sur 7, à plus rien, plus aucun contact et étant seule chez moi pendant le confinement, c'est vrai que c'était un drastique changement. Et personnellement, pour pallier ça, j'ai ajouté pas mal de visio, d'apéros en visio et de sport aussi qu'on faisait avec des collègues. Donc, c'était assez sympa, même si je pense qu'on l'a tous vécu, on a un peu marre au bout d'un moment des visios. Donc, c'est important de se recentrer aussi sur des activités personnelles. Moi, j'aime beaucoup les travaux manuels. Donc, voilà, c'était une occasion au lieu d'aller boire des coups avec les collègues, de se recentrer sur d'autres activités. La deuxième phase, c'était un peu plus là quand on était dans une période moins confinement, mais plus couvre-feu, dirons-nous. Là, j'ai préféré me lever plus tôt, pour bien démarrer la journée avec du sport, par exemple, vraiment du temps pour se préparer. Je suis revenue aussi travailler sur place quelques jours par semaine de temps en temps, suivant les prérogatives du gouvernement. Donc, il y a eu un espèce de mix télétravail et sur place qui est un bon compromis, je pourrais dire, vu la situation. Et malgré ça, toujours, je pense qu'on peut tirer avantage de la visio, dans notre malchance. On voit émerger des événements comme celui-ci, où c'est vrai qu'en physique, c'est peut-être plus compliqué pour tout le monde de se déplacer. Là, on peut viser toutes les villes et pays, même, j'ai envie de dire, francophones. Donc, ça, c'est vraiment top. Ça ouvre d'autres portes. Donc, pourquoi pas garder un style comme ça plus tard, même continuer des rendez-vous en visio. Niveau work-life balance, j'en ai pas mal parlé, mais je pense que ça n'a pas trop changé par rapport à avant. Il faut vraiment faire attention le soir, à décrocher, comme disait Célia.
Je pense que les personnes qui ont des enfants ont peut-être plus de choses à dire à ce niveau-là, mais bon, voilà, moi, je n'ai pas de contraintes à ce niveau-là pour le moment. Mais c'est très important de faire attention à sa santé mentale et justement à faire autre chose vous permet aussi d'être plus efficace au travail. Moi, je le vois, si je fais des trop grosses journées d'affilée, au bout d'un moment, on perd vraiment en performance. Et je vous conseille vraiment de faire des pauses, même si vous avez un rendu urgent. Parfois, vaut mieux aller lire, aller regarder un épisode d'une série, aller faire autre chose, aller faire du sport. Ça remet c'est plus facile après vraiment d'être efficace, on dira, et puis même d'être bien dans sa peau, quoi. Donc, pour revenir au sujet que je traitais ce soir, qui est la place de la femme dans le milieu de l'informatique, c'est vrai que ma première réaction a été pourquoi la place de la femme en particulier, hein, c'est la même que celle de l'homme, si on pouvait résumer à ça. Mais je pense que c'est important de se demander pourquoi on se pose cette question aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un vrai sujet. On peut remonter même à quelle est la place de la femme dans la société pour après dériver sur l'IT. C'est vrai qu'on a... on part de loin, on a le droit de vote depuis pas si longtemps que ça. En début du XXe siècle, on ne pouvait pas disposer librement de nos revenus. Il y a quand même un gap à rattraper, hein, disons-nous. La femme a toujours eu cette image de l'épouse ou de la mère avec des stéréotypes autour des travaux qu'elle pouvait faire, comme dans la santé, l'accompagnement ou les travaux de la maison, de par les stéréotypes comme la fragilité, l'émotivité, peut-être aussi une faiblesse ou une influençabilité. Aujourd'hui, ces stéréotypes-là, il faut les combattre, ils ne sont pas vrais. Et ceux qui sont un peu vrais, je vais dire peut-être une certaine pas émotivité, mais émotion qu'on associe souvent aux choses, c'est vrai, c'est là, il faut en tirer une force. Donc ça, c'était plus générique. Mais à côté de ça, la situation dans l'IT, faut qu'on se rappelle que c'était les femmes qui étaient pionnières en fait de tout ça. Et aujourd'hui, on a cette sous-représentation. Bon, y a plusieurs raisons. On a bien sûr les hommes qui se sont un peu emparés du milieu. Enfin, normal, quand on a vu des métiers dans le développement logiciel qui ont commencé à être créés et qui rapportaient de l'argent, c'est normal que ça a attiré beaucoup de gens, beaucoup de monde, et en particulier les hommes. Et on va dire que la société a façonné cette image de l'homme geek, des jeux derrière l'ordinateur, vraiment des jeux de garçons. On peut revenir sur la théorie des genres avec les magazines qui mettent les jeux d'ordinateur avec des petits garçons derrière, et puis les filles, elles ont leur petite maison de poupée. Donc en fait, tout ça dans l'image collective, c'est compliqué pour une femme de se voir en fait à la place de ce petit garçon qu'elle peut voir dans le magazine. Comme disait Vanessa, côté chiffres aussi, on retrouve ça. Je lisais qu'il y a des rapports de Gartner en 2018 qui annoncent qu'il n'y a que 31% des femmes qui travaillent dans l'IT à l'échelle mondiale et qu'il n'y en a que 13% à la fonction de DSI. Et on a, faut faire attention à cet écart qui en plus récemment continue à se creuser. Donc, après ça, maintenant qu'on a fait ce constat, l'idée c'est de se dire comment on peut attirer les femmes dans justement des contextes IT. Il y a différentes actions qui sont prises. Comme disait Vanessa, il faut qu'on améliore notre visibilité, que les femmes elles-mêmes se rendent visibles et un peu éliminent ce côté imposteur, on va dire, qu'on aurait naturellement. Il y a aussi des écoles ou des sociétés qui jouent sur les quotas. Alors, les quotas, ce qu'on pourrait appeler aussi, dans un certain sens, discrimination positive, il faut y faire attention, il faut prendre un peu avec des pincettes parce que ça fonctionne, mais ça a certaines limites. Dans certains pays, des quotas ont été imposés. Typiquement, on va ouvrir tant de places que pour des femmes pour cette formation. Et ça peut fonctionner, et ça prend, et après, on n'a plus besoin de ces quotas. Ça marche aussi avec tout type de quotas pour les minorités en général quand elles sont représentées, sous-représentées dans un milieu. Moi, je suis convaincue qu'il faut aussi davantage faciliter la communication, fluidifier l'accès des femmes au métier de l'IT, et ça, entre guillemets, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire même dès le lycée, avant les choix d'études et de carrière. Mais aussi motiver les reconversions professionnelles. Des femmes qui peut-être, il y a quelques années, n'avaient pas cette ambition ou même ne connaissaient
pas bien les métiers, faut pas hésiter. Je vois autour de moi, j'en parlais encore hier, que les personnes qui viennent de reconversion professionnelle ont souvent un œil vraiment très différent et sont des très bons consultants, en fait. On s'entend très, très bien et je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, vraiment, on a un peu la notion d'empowerment, disons. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut casser les barrières sociales et pour ça, vraiment mettre beaucoup d'efforts sur l'éducation et la communication. Pour revenir rapidement aussi, Vanessa en a parlé, ce serait pourquoi aujourd'hui on voudrait embaucher des femmes dans l'IT? Pourquoi on ne se dit pas, bon, c'est un fait et puis on s'arrêtera là? Donc, il y a vraiment une pénurie de talents déjà en général dans l'IT. Donc, attirer les femmes, c'est aussi attirer un plus grand nombre de personnes. La mixité, c'est prouvé, accroît la performance des équipes. On a tout ce qui est engagement, confiance des collaborateurs et même côté client, donc satisfaction client et même image de marque, ça améliore beaucoup tous ces sujets dès qu'on a des équipes mixtes. Et c'est aussi prouvé que les femmes sont de meilleurs managers. Donc, les retours sur comment dire, les chiffres sont meilleurs dès qu'il y a des femmes au board. Donc, voilà, faut pas hésiter. Faut pas pourquoi ce serait réservé qu'aux garçons d'être en codir ou en comex. Les risques aussi à ne pas avoir de femmes dans l'IT, Vanessa en parlait, c'est typiquement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Si aujourd'hui ce sont que des hommes qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on va avoir des risques de biais, mais comme pour toutes les minorités, on a des intelligences artificielles. Si on entraîne par exemple des reconnaissances de visage que sur des visages à la couleur de peau blanche, vous allez perdre une grosse partie de la population. Donc c'est la même chose pour les femmes, c'est vraiment très important que tout le monde soit représenté dans les produits informatiques de demain. Donc bien sûr, si on n'a pas de femmes, comme on disait, pénurie de candidats, des équipes moins performantes, un management potentiellement moins bon. Donc voilà, donc c'est vraiment très important de faire évoluer cette place de la femme dans le monde de l'IT. Je conclurai juste sur la partie, comment on pourrait dire, discrimination ou choses qu'on pourrait vivre en tant que femme dans un milieu très masculin. Aujourd'hui, je trouve personnellement que dans l'IT, on a malgré tout très peu de discrimination. Malgré tout, peut-être dans d'autres milieux, j'ai pas de comparaison. Je trouve qu'il y a peu de discrimination. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu de harcèlement ou de choses assimilées. Je pense que si ça vous est arrivé ou que ça vous arrivera un jour, dans tous les cas, ça vous arrivera d'être face à des personnes qui vont vous faire des réflexions déplacées. Je pense que c'est arrivé à toutes les femmes. À ce moment-là, l'objectif, c'est vraiment d'éduquer les gens. Moi, je suis vraiment pour l'éducation à tous les niveaux. Donc, on aura toujours des personnes mal éduquées qui auront peut-être qui elles-mêmes ont été mal éduquées dans leur éducation professionnelle ou personnelle. Donc, il y a vraiment un objectif là-dessus. Il faut réagir et voilà, ne pas se laisser faire et ne pas se dire il a sûrement raison, il m'a dit que j'étais nulle parce que je suis une nana. Non, c'est pas vrai. Et voilà, moi je trouve qu'on est bien protégé quand même par ces comportements. Il faut vraiment pas hésiter. Comment réagir? Comment réagir Comment réagir? Je ne vais pas faire d'exemple concret, mais je pense qu'il y a une réaction qui est vraiment, là, je pense que ta réflexion est orientée vis-à-vis de mon genre et pas vis-à-vis de mes compétences. Du coup, ça n'a pas lieu d'être. J'aime bien cette expression, c'est à partir du moment où on n'a pas besoin de ses parties génitales pour effectuer un travail, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas besoin de ça, typiquement pour l'informatique, c'est pas le cas. Il n'y a aucune raison que vous ayez moins de compétences qu'une autre ou qu'un autre pour effectuer une tâche. Donc voilà, vraiment l'éducation c'est important et réagir, pas se laisser faire quand vous avez une remarque déplacée. J'en ai été victime, voilà, on arrive en stage dans une société et puis la première phrase qu'on nous demande c'est t'es célibataire? Parce que lui aussi il est célib. Alors je ne suis pas sûre qu'on pose cette question à un nouveau stagiaire qui arrive dans une entreprise. Donc voilà, dans ces cas-là, c'est répondre. Je ne vois pas en quoi la réponse à cette question joue sur mes compétences au sein de ce stage. Alors, je n'ai pas regardé le chat et les questions. Hop. C'est bien, c'est pareil, tu peux prendre le temps d'y répondre.
Ok. Alors, en tant que PO, as-tu déjà rencontré des problèmes relationnels avec des homologues masculins? Humains, je transforme le masculin en humain. Les homologues robots, on n'en a pas encore. Oui, la réponse est oui, mais il y a toujours eu une évolution. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, comme je disais, qui souvent, c'est pas toujours intentionnel. C'est-à-dire que souvent, les hommes, de par leur position, entre guillemets, naturelle, je veux dire naturelle, mais de force que la société veut leur faire croire, vont être parfois plus agressifs ou plus virulents dans leurs propos, ou alors vont réagir par défaut en se disant que, bon, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle est compétente? Alors on a l'impression de devoir plus se justifier. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette sensation-là. Mais il y a toujours ce truc de toujours vouloir plus se justifier. En général, après avoir posé les bases et montré qu'on est capable de travailler comme n'importe qui et faire nos preuves, mais sans en rajouter, ça disparaît très rapidement. Ça disparaît très rapidement et comme je dis, dès qu'il y a des réactions qui n'ont rien à voir avec le sujet ou le projet, et remettre les gens à leur place. Voilà, c'est pas le sujet, on n'est pas en train de parler de ça. C'est pas ça qui joue sur mes compétences. Voilà. Alors, avez-vous eu le syndrome de l'imposteur à un moment donné? Alors, je pense qu'on l'a tous un peu eu, et c'est pas un syndrome féminin. J'ai beaucoup de collègues masculins et surtout dans l'IT qui sont passés par là. Il y a un vrai souci, comme disait Vanessa, de se mettre en avant. Les nanas, on va avoir plus tendance à vraiment vérifier qu'on a toutes les compétences. Et en fait, on se rend compte avec l'expérience aussi, ça joue beaucoup. Enfin, moi, je me rends compte que je ne suis plus du tout la même personne aujourd'hui qu'il y a 8-9 ans. On prend confiance en soi avec le temps. Peut-être que les hommes la prennent plus vite que nous. Je ne sais pas si ça joue. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre confiance en soi. Et ce syndrome de l'imposteur, en général, à force de pratiquer, vous allez voir que vous savez faire. Peut-être qu'au début, vous ne savez pas faire quelque chose. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas savoir faire quelque chose. Tant qu'on est honnête avec nous-mêmes et honnête avec les personnes avec qui on travaille, voilà, tu m'as pris pour cette mission. Je ne suis pas expert sur ce truc. Par contre, je vais faire tout mon possible et je vais mettre de ma personne pour pouvoir évoluer et être le plus efficace. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui est expert, mais qui va se la péter ou qui va pas réaliser les tâches les plus importantes, par exemple. Donc voilà, si je peux donner un petit conseil. Comment s'est passée ta formation, le ratio homme-femme, la façon dont l'entraide se découle? Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la partie formation. Ce qui m'attriste un peu, alors justement, je donnais une petite conférence pour une autre école et exactement sur ce sujet-là. Et on comparait avec un collègue qui a donc 10 ans de moins que moi. On comparait lui qui est encore en fin de formation et moi qui suis sortie de l'école il y a bientôt 10 ans. Malheureusement, le ratio homme-femme est toujours assez faible. Alors, pour vous dire, moi, je suis arrivée donc en classe préparatoire en 2007, oui, c'est ça, après mon bac. Et on était 2 filles dans la classe de TD. Et pour l'anecdote, cette fille, c'est ma meilleure amie toujours et je suis en train d'organiser son mariage. donc, ça rapproche en tout cas les femmes entre elles dans ce genre de situation. Ce qui était super intéressant aussi, c'est que dans mes études, on avait vraiment... Alors, il y avait beaucoup d'hommes, donc des hommes qui sont aussi toujours des très bons amis aujourd'hui. Et il y a eu vraiment ce côté un peu plus protection, je pense, des garçons sur on n'a pas beaucoup de filles, faut qu'on les traite bien. Donc, il n'y a pas du tout eu ce truc de elles sont moins compétentes. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout vécu. J'espère que vous non plus en ce moment dans vos études. Et si c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter, comme je disais, à éduquer et à en parler. Et il y a eu une super entraide et il n'y avait aucun souci, à part le côté quand même où on a un petit peu peur si on n'est pas beaucoup de nanas. Mais voilà, à part souder plus, pas eu de choses négatives. Pas de concurrence en tout cas. Je ne l'ai pas senti. As-tu remarqué des inégalités salariales dans le domaine de l'IT? Alors, pas de mon point de vue, en tout cas pas chez Sphère. Comme bon, je ne connais pas les salaires de tout le monde, mais je parle en mon nom que j'ai jamais été face à une problématique d'inégalité salariale et autour de moi, mes collègues non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, en tout cas chez nous, et ça doit l'être partout. Par contre, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'il y a des inégalités salariales, non pas
à cause, entre guillemets, de la société, mais de par la femme qui va avoir du mal à demander. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai une amie en sortie d'école. Donc, on cherchait tous un stage. Et après notre stage, bah, voilà, on cherchait à se faire embaucher. Et je me souviens de sa réflexion qui m'a vraiment marquée, qui était de bon, bah voilà, tout le monde en moyenne, tous les gars demandent tel salaire. Du coup, moi, je pense demander la même chose, mais avec peut-être 2 000 € en moins, parce que comme je suis une femme, on est un peu moins bien payé. Et j'avais trouvé ça incroyable qu'en fait, d'elle-même, elle se dise je suis une femme, on est moins payé, c'est un fait, du coup, je vais demander moins. Et alors qu'elle vient d'une famille, enfin, elle est bien éduquée, on a fait nos études ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, quand je dis que c'est ancré dans la société, c'est vraiment très important de se défaire de tous ces préjugés et choses existantes. Et deuxième exemple que j'ai, ça c'est ce que je vois moi en étant manager, c'est que très souvent, les hommes vont avoir tendance à demander des bonnes augmentations qu'ils considèrent être, comment dire… Mérité, merci, je cherchais le mot. Considéré être mérité. Et même après coup, quand on leur dit, bon, bah écoute, on n'a pas pu avoir l'augmentation que tu voulais, est-ce que ça t'irait? Bah, ils vont revenir, ils vont renégocier vraiment ardemment pour avoir l'augmentation qu'ils voulaient. Et les femmes vont plus majoritairement accepter ce qu'on leur propose sans remettre en cause ou sans aller à la bataille, disons, pour redemander plus. Et ça, je l'ai vraiment vu sur voilà, les personnes avec qui je travaille. Et c'est là où il y a aussi un travail en tant que manager d'aider les femmes à, si on considère que c'est mérité, de les aider à s'imposer, à lui dire non mais attends, si tu veux, on en rediscute, on peut négocier ton salaire. Donc voilà, ça c'est super important de surtout pas vous dévaluer là-dessus. Je peux continuer un petit peu sur les questions? Ouais. Vanessa, ouais, encore peut-être 2, et puis après on passera à Tracy, et puis on reviendra à tes questions à la fin s'il reste du temps. Parfait. Bah, je prends la prochaine. Avez-vous vu un manque de communication avec l'équipe pendant le télétravail malgré les outils ou un trop plein d'informations sur ces mêmes outils? Alors, j'ai envie de dire un peu des deux. Au début, je pense que le temps que ça se mette en place, il y a peut-être un petit manque de communication. Ensuite, d'un coup, on a eu un trop plein de communication. Je pense qu'on a voulu mettre des réunions partout pour être sûr que la communication se passait bien. Et au final, ce que je dirais, c'est qu'on trouve un équilibre pour communiquer dans notre travail, c'est-à-dire que j'ai bien l'impression qu'on est autant efficace en termes de communication autour de nos missions, de nos tâches à effectuer, que si on était sur place. Par contre, ce qui manque beaucoup, c'est la communication, ce que j'appelle la communication machine à café. C'est super important. Et du coup, avec certains collègues, on se pose des petits points, pause machine à café, pour discuter, que ce soit juste reparler d'une réunion qui s'est passée, ou comment quelqu'un a réagi, ou est-ce qu'on a bien compris par rapport à un projet, ou juste pour parler des travaux de l'un, du bébé de l'autre, et des choses un peu perso. Et ça, c'est super important, parce qu'en fait, on a besoin de ça en tant qu'animal social, et on reste avant tout, et surtout en cette période où on voit chez nous, enfin voilà, là vous voyez chez moi, il y a les enfants des autres qui viennent pendant les visios, donc c'est important de trouver, je trouve, une bonne balance entre avoir une communication efficace pour le travail et avoir parfois des petits moments d'échange off pour garder le lien, et puis même aussi pour faire émerger des idées. J'ai eu plein de petits moments juste de pause machine à café qui ont permis de faire émerger des idées pour un autre projet. Enfin voilà, donc c'est super important. On fait la dernière question. Alors, une dernière, en tant que junior dans l'IT et femme, est-ce que tu as l'impression que tu as dû te battre plus pour prouver tes compétences? Alors, je dirais pas battre. J'aime pas trop ce truc de aller à l'attaque, aller à l'armée ou se battre contre quelque chose. Je pense, comme je disais, que alors, il y a un biais de notre part de prouver plus que les hommes, je pense vraiment. Par contre, je suis pas sûre que de l'autre côté, on en attende plus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on va en attendre autant d'un stagiaire ou d'un junior femme que d'un junior homme. Mais de ce que j'ai remarqué en général, c'est que les femmes vont aller peut-être plus proactives, vont aller plus en avant, vont essayer de finir leurs tâches le plus rapidement possible pour montrer qu'elles sont efficaces. Et même en période d'essai, vont vraiment tout faire pour que ça se passe bien. Alors que parmi les hommes, il y a plus un côté aussi attentiste de la part de la société qui les embauche. Par exemple, est-ce que la société
fait en sorte que je sois bien dans mon travail? Est-ce que la société me paye à juste valeur? Vous voyez toutes ces réflexions-là. Je pense souvent que, voilà, que les femmes vont plus se mettre au service. Et en fait, il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin si, mais pas de là à vous casser la santé mentale. Donc ça, c'est aussi une valeur, comment dire, des qualités féminines, je pense, qui sont appréciables et à mettre en avant dans votre travail. Mais à l'inverse, il faut en attendre autant de tout le monde. Et aussi vous-même vous dire, mais est-ce que je suis heureuse dans ma société? Est-ce qu'il m'apporte est-ce que je m'épanouis? Est-ce que c'est un cadre de travail bienveillant? Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là, il ne faut surtout pas hésiter à se les poser. J'ai l'impression que les femmes ont plus de mal à se les poser et du coup vont plus prendre sur elles jusqu'à peut-être parfois craquer parce qu'elles ne sont pas bien et elles pensent que c'est de leur faute en plus. Donc voilà, donc vraiment, je pense qu'il y a, voilà, de l'effort de deux côtés. Bon, ben super. Voilà. Jade, je te laisse introduire Tracy. Oui, merci Vanessa. Du coup, donc, notre dernière intervenante de ce soir, c'est Tracy qui va vous parler du coup de la partie entrepreneuriat. Donc, comment être une femme et entrepreneuse. Tracy, si tu peux allumer ta caméra. Voilà. Oui. Merci pour l'introduction. Et je vais commencer d'abord par me présenter et je vais entrer en fait en détail par rapport en fait à ce que Célia, Vanessa et Jade ont dit parce que ça va un peu envelopper en fait le tout par rapport à l'entrepreneuriat. Mais tout d'abord, donc moi en fait, je m'appelle Tracy. Actuellement, en fait, je suis CTO Affaires HQ, qui est une compagnie anglaise. Et donc, je suis basée, en fait, à Londres en ce moment même. Et j'ai débuté, en fait, en étant full stack front-end développeur. Donc, j'ai à peu près 5-6 ans d'expérience. Et ce que j'ai fait, c'est que juste, en fait, être diplômée de mon école Lessier-Paris, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est en tout cas à Paris, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire d'abord une expérience à l'international et automatiquement, je me suis juste en fait lancée sur un parcours à l'international et directement en fait travailler en dehors de la France et ça m'a mené en fait à venir à Londres. Mais tout d'abord en fait pour vous parler de ce que je fais et comment en fait ce que je fais résume à peu près la journée de la femme et aussi ce que les autres interlocutrices ont déjà en fait expliqué, c'est que mon entreprise actuellement Affaires HQ, on travaille en fait sur tout ce qui est diversité, inclusion, égalité. Et notre but, c'est de faire en place en fait, de mettre en fait un process en place de manière à ce que les compagnies puissent avoir des process plus inclusifs et plus égalitaires dans le sens à accepter en fait tout le monde, non pas que diversité de genre comme on parle aujourd'hui forcément par le fait d'être une femme, mais aussi diversité au niveau de notre sexualité, que ce soit aussi de nos disabilités, de nos handicaps et aussi diversité culturelle. Donc c'est vraiment en fait le cœur en fait de mon travail. Et comment en fait je suis arrivée là, c'est tout simplement en fait par plusieurs questions. D'abord en fait, étant une femme et étant une femme de couleur, on se pose souvent des questions par rapport à si on a sa place dans la société. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on n'est pas en fait un élément un peu perturbateur, sachant que le milieu de la tech est un milieu très masculin. Disons que ça a été un milieu masculin jusqu'à très peu de temps. Donc, en partant en fait sur ces questions-là et en voyant en fait le projet actuellement que je travaille dessus, je me suis juste dit que ça vaut la peine en fait de prendre du temps, de trouver en fait des outils qui permettent en fait de mettre en place plus de diversité. Et pour le moment en fait on se base que sur le Royaume-Uni, sachant qu'en France c'est un peu compliqué en fait de parler de questions en fait d'ethnicité, hein. Mais c'est vraiment en fait le cœur même en fait de mon métier et de ce que je fais au quotidien. Et donc pour revenir en fait par rapport à être une femme en fait entrepreneur, une chose en fait qui est vraiment en fait important et que à chaque fois en fait je pensais dessus, que je réfléchissais dessus parce qu'en tant que femme on a tendance à penser en fait qu'on est on n'est pas à même ou
que peut-être on doit se masculiniser en fait pour arriver en fait à pouvoir peut-être être directrice technique ou arriver à ce genre de position. C'est que au contraire, je pense que c'est une opportunité et une chance en fait d'être une femme dans ce milieu, sachant que comme Jed, Vanessa et Célia ont parlé, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de diversité, la plupart du temps, en fait, même les hommes qui sont déjà là nous accueillent en fait à bras ouverts et sont vraiment en fait, c'est même les hommes en fait qui nous aident en fait et qui nous portent vers le haut en général au niveau en fait de notre carrière et même si on a besoin d'aide et donc, j'ai pas vraiment, en fait, dans mon vécu, j'ai pas vraiment eu de soucis, en fait, au niveau de discrimination ou de problèmes salarial. Et pour revenir au problème salarial, comme je pense que Jed l'a dit, c'est plus, en fait, comment on se vend à long terme. Donc, pour moi, c'est plus en fait une chance et une opportunité qu'un frein en fait d'être une femme dans le milieu tech. Et pour revenir dessus, donc comme je vous ai dit, au niveau en fait des soft skills, disons des soft skills, c'est quelque chose que souvent en fait quand on étudie et surtout quand on fait un métier technique, on a toujours cette importance que le côté technique est le plus important, c'est ce qui compte en fait le plus au niveau de ce que de la part en fait du métier. Et en tant que femme, faut se dire que je pense qu'on a tendance à beaucoup aimer papoter ou parler de temps en temps en fait de sujets divers. Et quand on tombe en fait dans des métiers, dans des niveaux en fait managérial et des positions en fait de leadership, toutes ces soft skills en fait, toutes ces petites choses en fait que je vais pas dire naturellement parce que pour pas faire de généralité, mais en général en fait la plupart des femmes en fait ont, ça fait que ça devient en fait comme un atout en fait dans ce genre de position et on se retrouve d'un seul coup repartant sur le syndrome en fait de l'imposteur dans une position que on était peut-être un imposteur, mais avec toutes les compétences et toutes les soft skills qu'on a, on se retrouve et on se rend compte que finalement en fait ça a du sens en fait pour des positions qui demandent en fait à traiter avec d'autres personnes, sachant qu'il faut savoir qu'être entrepreneur c'est pas juste coder toutes les journées, c'est aussi comme je l'ai fait et c'est même en fait la raison pour laquelle même je participe à cet événement, c'est avant tout en fait rentrer en contact avec des gens, utiliser en fait les moyens de communication et comme Vanessa l'a dit, LinkedIn et juste en fait pour reparler de LinkedIn et même comment je suis arrivée pour être CTO. Donc ça a d'abord commencé par du networking et c'est les points en fait que je vais en venir par la suite, mais ça a d'abord commencé en fait par du networking avec ma CEO et c'est sans en fait networking, je ne serais même pas en fait à cette position-là et c'est vraiment en parlant en fait avec ma CEO actuelle, en ayant juste en fait, en étant curieuse et tout simplement en se disant que il y a ce projet-là qui est là et que ça me tente en fait juste de me lancer en fait dans le projet, c'est comme ça. Comment tu as fait ce fameux networking, c'est-à-dire comment tu fais pour essayer d'être en lien avec des gens qui potentiellement pourront te faire monter dans ta carrière sur LinkedIn? Mais déjà en fait, pour répondre à ta question, je vais déjà commencer en fait par le fait en fait que au niveau déjà de mon titre, parce que comme j'étais en fait full stack et à chaque fois en fait je mettais toujours les stacks techniques en fait que je faisais et automatiquement mettre en fait les stacks techniques en lumière sur LinkedIn et le fait d'exposer en fait ses compétences et ses qualités, automatiquement ça met déjà en lumière notre profil et ça amène en fait des potentielles personnes intéressées par notre profil en fait à nous contacter directement et en général si en plus de ça, en plus en fait d'avoir un métier, d'avoir de l'expérience en France, mais si vous avez la possibilité peut-être de travailler avec des entreprises à l'international, ça donne encore plus de crédibilité avec d'autres acteurs en fait qui sont peut-être basés de par le monde, de venir parler avec vous. Et c'est par en fait ce processus en fait d'avoir d'être en contact et surtout d'être actif sur LinkedIn que on se met en contact avec des personnes qui ensuite nous aident et qui peuvent même en fait, on peut même en fait commencer des projets avec eux. Et c'est par en fait ce processus-là
j'ai rencontré ma CEO et qu'on a commencé tout d'abord en fait, parce que moi en fait à l'époque, j'ai toujours été intéressée par la fintech. Disons que j'ai pris des voies qui n'étaient pas des voies traditionnelles pour les femmes, sachant que la fintech avec la… Tracy, comment tu t'es mis en contact avec ton actuel boss? Et c'est toi qui l'as approché? Tu lui as parlé d'un sujet en particulier? Non, c'est elle qui m'a approchée et on s'est tout d'abord, en fait, moi, en fait, dans notre communication, j'agissais plus, en fait, comme un contractuel, dans le sens que je l'apportais, en fait, des solutions, en fait, à ce qu'elle avait besoin, comme elle avait déjà le côté business. Et elle m'a fait comme, en fait, une étude de business plan pour m'expliquer point par point, en fait, le plan, en fait, la vision de l'entreprise sans le côté tech. Et ce que j'ai fait, en fait, c'était vraiment après, en fait, et c'est pour ça que comme Célia a dit, c'est vraiment important de faire de la veille technique après le boulot. C'est que je me suis directement, je venais de terminer, donc je pense qu'il était peut-être 19h, 20h. J'ai vu le message et automatiquement, elle m'a dit, bon, voilà le plan, en fait, d'action, ce que j'ai envie de faire. Et j'ai juste envie d'avoir j'ai juste envie de savoir, en fait, comment, en fait, arriver à ma solution avec le côté technique. Donc, on s'est pris 1 ou 2 heures d'appel sur Zoom. On a échangé et automatiquement, en échangeant, en lui donnant en fait une vision que voilà, ben moi je vois que ta solution, elle est faisable, que voilà les points en fait qu'il faut mettre en place et que il y a le court terme et le moyen terme. Voilà en fait comment en fait on peut aboutir à une solution viable dans les 3 ou 6 mois. Et c'est en partant en fait de ça, et juste par une petite conversation qui a commencé en fait par parler de, c'était à l'époque il y avait le mouvement en fait Black Lives Matter avec George Floyd. Et donc on a juste en fait commencé une petite conversation comme ça, et de cette petite conversation, ça m'a mené en fait à atterrir sur le poste de CTO dans ma boîte actuelle. Et tu lui as donné des conseils gratuits, quoi, c'est-à-dire aussi d'être dans le partage de connaissances, de ne pas hésiter à partager ce qu'on sait, etc., de manière désintéressée, en fait. Oui, c'est ça. C'est que une chose en fait qu'il faut vraiment en fait avoir à cœur, c'est que être entrepreneur, c'est pas forcément que de rester dans son coin, de se dire que tout va venir par soi-même. Faut pas en fait hésiter à demander de l'aide ou même en fait reconnaître qu'on ne connaît pas tout et juste en fait aller toquer en fait à la bonne porte. Et j'ai même fait ça en parlant à Didier de Sphère, sachant que oui, j'ai oublié Didier, c'est donc l'autre co-CEO de Sphère, c'est notre donc vice-président technique. Et je sais pas, tu peux raconter comment c'était sur quel sujet ou comment ça s'est passé? C'est intéressant. Oui, je peux rentrer en détail. Donc, pour comment en fait j'ai pris contact avec Didier. Donc, sachant que actuellement en fait dans ma compagnie, ben nous, comme je vous ai expliqué, on est parti en fait sur à chaque fois en fait, surtout quand on est directeur ou directrice technique, c'est qu'il faut toujours en fait voir le projet à court terme et à long terme. Donc on est parti sur une solution à court terme et arrivé au bout en fait d'avoir nos premiers clients. Donc c'était des petits clients, disons petites entreprises, moins de 10 employés, voire moins de 60 employés au total. Et on est arrivé en fait avec l'un de nos gros clients qui est Bimery, une entreprise basée à Londres qui a à peu près 173 clients. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que notre solution en fait à court terme n'était pas viable sur le long terme. Et automatiquement, en faisant une réunion en fait interne avec mon équipe, on s'est dit que bon, on va pas en fait commencer à juste prendre une solution à la va-vite. Mieux vaut en fait se poser et être sûr que les solutions en fait qui vont être prises vont être attestées par des personnes avec plus d'expérience que moi, sachant que comme je vous ai dit, j'ai que 5 ou 6 ans d'expérience en tant que développeuse. Et c'est comme ça que, en voyant en fait que j'étais déjà connectée depuis, je pense peut-être 2 ou 3 ans avec Didier, je me suis dit bah autant sauter sur l'occasion, et sachant qu'il a plus de 14 années d'expérience à travailler en fait sur ce type en fait de projet, et il a vu et comme Sphère en fait est pluridisciplinaire dans le sens que
Sphère en fait touche à plusieurs compagnies, c'est pas qu'un seul en fait produit à la fois. Je me suis dit ça serait vraiment en fait intéressant pour moi et ça apporterait aussi de la crédibilité par rapport en fait. Précis, quand tu disais que tu le connaissais depuis 2-3 ans, tu le connaissais vraiment ou tu étais juste en contact sur LinkedIn? Non, juste en contact LinkedIn. Donc, en gros, les filles, allez-y quoi. Il ne faut pas avoir de complexe de contacter des gens quand il y a des entreprises qui vous intéressent ou des postes, etc. Ouais, donc du coup, tu l'as contacté pour lui demander un conseil sur quelle solution utiliser pour ton projet, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que le message que j'ai fait, c'était vraiment clairement, voilà ce que je suis en train en fait de travailler actuellement en fait dans ma compagnie. J'ai besoin en fait que tu m'éclaires un peu sur ce que toi en fait t'as fait par rapport à tes années d'expérience. Et si en fait t'as le temps, ben voilà en fait. Et surtout j'ai bien pris le temps de mettre en place mon lien en fait Calendly, qui est en fait un moyen en fait de directement en fait synchroniser avec mon adresse email et mon calendrier Google. Et j'ai donné en fait ce lien à Didier qui m'a automatiquement en fait qui a booké un slot et par cette conversation de un déjà il m'a aidé et de deux j'ai pu aussi en fait participer à l'événement de ce soir. C'est vrai Tracy, un point qui est important je trouve que tu as dit, c'est que moi c'est ce que je vois chez Sphère, il y a beaucoup d'hommes dans la tech qui sont très contents en fait qu'il y ait des femmes et qui ont envie de… Voilà, nous, on a donc ce projet Team Starter. Il y a déjà 7 hommes qui ont déposé des projets pour l'inclusion des femmes. Et il y a une vraie prise de conscience de cette communauté qui a un manque de femmes. Et du coup, n'hésitez pas à les solliciter parce que je pense qu'ils peuvent vraiment, comme l'a dit Tracy, vous porter. Et donc, pour continuer, comme j'avais quand même en fait quelques points que je voulais vous dire par rapport à l'entrepreneuriat, dans le sens que si vous voulez vous lancer, les points pour moi en fait qui sont vraiment en fait importants, ce serait déjà de un en fait, c'est que avant de se lancer en fait surtout en fait pour être un entrepreneur, faut déjà être un très bon en fait apprenti dans le sens que faut déjà en fait avoir pas mal de connaissances tech. Donc comme Célia a dit au niveau de la veille technique, prendre vraiment en fait le temps d'être à jour en fait sur toutes les stacks que vous maîtrisez et essayer vraiment de vous focaliser sur une stack, ne pas en fait même si c'est vrai que quand on commence on a tendance à vouloir explorer toutes les stacks, de se focaliser sur une seule stack et de se dire que je me focalise sur cette stack et je sais que dans 5 ou 6 ans, je serai expert dans cette stack et c'est vraiment la stack que je choisis pour la suite, en fait, devenir en fait expert sur quelque chose. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, au niveau en fait des compétences techniques et communication, donc pour moi, les soft skills, c'est souvent en fait ce qu'on oublie, surtout quand on est en apprentissage ou même en formation. On a tendance en fait à prendre à la légère en fait les soft skills et ne pas beaucoup travailler dessus. Et quand en fait on arrive dans ce genre de position, on se rend compte que 50% en fait de nos objectifs sont reliés en fait automatiquement avec communiquer aux bonnes personnes, communiquer aux clients au niveau que ce soit en fait des roadmaps. Donc par roadmap, je veux dire en français disons que roadmap en français le cahier de charge. Donc c'est vraiment très important en fait de rester, disons, de vraiment être sûr de garder en fait au niveau en fait des compétences techniques et être sûr en fait qu'on peut communiquer aisément en fait avec les clients. Après, comme en fait Célia a dit et que pour moi c'est très important et chaque jour en fait je le fais toujours, c'est la veille technique. Et une chose en fait que j'ai appris, mais ça après j'ai appris en fait au fur et à mesure en fait du temps, c'est que c'est une phrase en fait que je me répète à moi-même, c'est don't be scared to fail, dans le sens que n'aie pas peur en fait de faire des échecs ou même de prendre des décisions qui peuvent mener à des échecs, parce que être entrepreneur c'est partir en fait de zéro et tomber, se relever et tomber encore plus bas, mais se relever encore. Donc, c'est vraiment un chemin épuné dans le sens que on peut être au top et le lendemain, on se rend compte que, oups, on n'a pas pris les bonnes décisions. Mais
comme en fait c'est vraiment en fait le mental qui joue avant tout, et le mental, si on n'a pas en fait le mental pour se lancer en fait dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment en fait pas la peine en fait de partir dessus, sachant qu'il y a des moments, ça va peut-être être juste en parlant que je parlais en fait avec Vanessa avant le call du work-life balance, ça peut être on peut faire du 14 heures par jour et d'un seul coup le lendemain, en fait, partir sur une journée normale, et dès qu'il y a un bug ou il y a un petit problème en production, bah, automatiquement, on repart en fait sur une journée extrêmement longue. Et tout ça, en fait, quand en fait on est entrepreneur, sachant qu'on est vraiment passionné, et surtout, ce que je dis, c'est qu'il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait, parce que automatiquement, on compte pas les heures, on compte pas forcément. Normalement, je fais des 40 heures, mais ça m'arrive que juste parce que je suis passionnée, je me dis, ah, j'ai vraiment envie de terminer en fait ce que je suis en train de faire. Je pars en fait sur des longues journées, et ça fait partie en fait du chemin de l'entrepreneuriat, parce que quand en fait on est entrepreneur, on enlève en fait la notion du fait en fait de juste rester en fait employé, dans le sens que bon, si en fait tout explose, bon, c'est pas moi en fait qui va avoir les retombées, c'est plus en fait la personne en haut de la pyramide. Et être entrepreneur, en fait, ça fait qu'on est automatiquement en fait la première personne en haut de la pyramide, et dès qu'il y a un souci ou quoi qu'il arrive en fait, dès qu'il arrive quelque chose au niveau en fait de la plateforme, automatiquement vous êtes la première personne que les clients vont appeler, et la première personne qui va devoir aussi éteindre le feu gentiment, et des fois même juste pour vous faire rigoler, proposer des fleurs à certains clients. Il est déjà 20h. Je voulais savoir, il y a 2 questions dans le chat. Est-ce que tu as remarqué des différences entre la tech en France et à l'étranger, et également sur la place de la femme dans l'IT? Donc, au niveau en fait de la tech en France et à l'étranger, c'est que étant en fait vivant à l'étranger, je vais dire que en France, on a quand même des très bonnes formations, et en général, la plupart en fait des ingénieurs ou même des développeurs en fait qui sont formés en France sont tout le temps en fait sur les stacks, les dernières stacks. Et il y a vraiment en fait au niveau de la veille technique, quand je parle en fait à des ingénieurs français, ou quand je reçois même plus d'informations en fait venant d'ingénieurs français que des ingénieurs internationaux, disons, qui sont à l'étranger. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment en fait de différence. La seule différence serait peut-être au niveau managérial, mais après ça en fait c'est vraiment une question en fait culturelle, et ça dépend du pays en fait dans lequel on tombe. Ça peut être différent si on travaille en Asie, tout comme on travaille en Afrique ou en Amérique, on va tomber sur des méthodes managériales totalement différentes. Et par exemple, entre Londres et entre le Royaume-Uni et la France, est-ce que tu as vu une différence sur la place de la femme dans l'IT? C'est que au Royaume-Uni, sachant que comme en fait j'ai expliqué au début, c'est qu'en France en fait c'est très en fait compliqué de parler en fait, de directement pointer du doigt tout ce qui est en fait discrimination, ou même en fait faire des études au niveau en fait des données statistiques. Ça fait qu'au Royaume-Uni en fait, comme il y a déjà en fait toutes ces données faites, et que chaque année en fait il y a des réflexions en fait qui sont faites par rapport à ça, automatiquement je pense que être une femme en fait au Royaume-Uni, c'est plus simple en fait d'accéder à des postes, que ce soit des postes managériaux et des postes de lead, qu'en France. Mais ensuite, j'ai pas envie en fait de dire quelque chose de faux, parce que je pense qu'en France aussi en fait il y a aussi des opportunités, mais c'est juste que comme au Royaume-Uni en fait il y a des données qui sont là en fait pour attester en fait des progrès en fait qui sont faits. Ça met plus en lumière en fait ce qui est fait au Royaume-Uni. D'accord. On vous demande, en deuxième question, y a-t-il une différence de discrimination car vous êtes à Londres ou car vous êtes entrepreneuse? Oui, si tu es à Londres, c'est lié avant tout au fait que tu as fait une rencontre qui t'a amené à avoir ce poste de CTO. Dans quel sens? Le fait que tu sois allé à Londres, c'était lié au fait qu'il y avait moins de discrimination à Londres, ou c'était lié au fait que tu as trouvé un projet là-bas qui t'intéressait? Mais après, en fait, c'est que par rapport à ça, c'est que je pense pas en fait que c'est lié en fait au manque s'il y a moins de discrimination ou pas, parce que même en fait actuellement, ma CEO en fait, elle est d'origine tchèque.
Et je pense que Londres, en fait, tout comme Paris, en fait, on a vraiment cette chance en Europe d'être, même si Londres, c'est vrai qu'avec le Brexit, c'est plus vraiment l'Europe, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on a vraiment cette chance, en fait, d'avoir, en fait, des villes multiculturelles. Donc, ça fait qu'automatiquement, comme c'est multiculturel, on peut rencontrer en fait des personnes de par le monde. Ça enlève en fait ces petits soucis ou de soucis en fait au niveau de la discrimination. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai que j'ai eu en fait cette opportunité à Londres, mais j'en suis sûre que j'aurais été en France et j'aurais été en fait en veille sur mon LinkedIn, j'aurais très bien pu avoir aussi cette opportunité. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à notre plage en fait géographique pour les opportunités. Ok. Eh bien, on va donc s'arrêter là. Merci beaucoup, Tracy. Merci beaucoup à tout le monde. Il est déjà 20h, donc on va enlever le mode présentation. Nous, les intervenantes, on a chacune des tables, donc on va aller s'y mettre. Voilà, si vous avez encore envie de venir discuter, si vous avez des questions plus personnelles à nous poser, vous pouvez nous rejoindre chacune à nos différentes tables et on y répondra avec très grand plaisir. Et sinon, s'il est trop tard et que vous pouvez toujours nous contacter via LinkedIn, on pourra également entrer en contact de manière personnalisée et répondre, vous aider dans vos questions. On va également vous envoyer un petit formulaire de feedback. Alors, je vous remercie de le remplir et de noter également à l'intérieur si vous avez des autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde pour qu'on puisse à un moment donné réorganiser une table ronde. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, sinon, bonne soirée.